Et c'est là qu'on en arrive à cette conclusion, en fait, il n'y a qu'une seule solution, c'est la révolution. Comme le disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le mode de pensée qu'il a engendré. Oui. Et là, on continue à avoir un mode de pensée où l'homme, finalement, se suffit à lui-même et ça ne fonctionne pas. Et là, avec des entrepreneurs, j'ai été beaucoup au centre des jeunes dirigeants, donc et des camarades pour la plupart, de PME ou en tout cas dans des entrepreneurs qui étaient engagés avec des agriculteurs, avec, des agronomes, parce qu'il y a une question d'agriculture qui est majeure dans la relation à la biodiversité. On y va de manière extrêmement, confiante, positive. C'est-à-dire que quand je parle de révolution, je le dirais en permanence, il ne s'agit pas de tout casser. En fait, je suis vacciné contre la violence depuis que, j'ai été, au milieu de guerre civile. C'est presque l'inverse, c'est comment est-ce qu'on peut changer les fondements pour créer, en fait, recréer des peuples, recréer une civilisation, qui soit basée sur, la relation humaine, en fait, dont nous sommes les héritiers. C'est-à-dire que notre pays est tellement beau que c'est pas avec la mentalité que nous avons aujourd'hui qu'il a pu être construit. Alors Patrice, bonjour. Bonjour Pierre. Bienvenue chez Origine. Est-ce, Merci. est-ce que tu peux dire comment on s'est rencontrés? Eh bien, c'est par, quelqu'un que tu as reçu il y a pas très longtemps, Ouais, mon ami Michel oui, Ruiz, qui est un pro de la technologie, mais qui est aussi très, très lié au monde vivant et on a un passé militaire tous les 2. Donc voilà, c'est un très, très bon ami, avec qui on a une vision, confiante, et positive de l'avenir et donc on construit l'avenir ensemble. c'est dans le milieu militaire que vous êtes Non, pas rencontrés? du tout. C'est, par hasard, par relation plus tard, sur un projet sur la forêt de Brocéliande, Ok, sur un lieu sur lequel on travaille un peu tous les 2. Puis voilà, puis depuis, ok. on bosse ensemble sur pas mal de projets, quoi. Et tu n'es pas de Paris, donc tu es de Bretagne. Voilà, c'est au nord de Rennes. Ok, tu as grandi, vécu. Et... Une partie, Ouais, après j'ai été un peu partout en France avec mes parents, mais j'ai passé quand même, ouais, pas mal d'années du côté de Rennes, ouais. ok. Alors est-ce que tu peux raconter qui tu es, ce que tu fais? Tout à fait, donc je vais aller tout de suite un petit peu au résultat, à l'objectif, comme ça on va gagner du temps. Ouais, Moi, j'ai qu'une seule, finalité, on a quelques petits soucis dans le monde qui nous entoure, il y a qu'une seule solution, la révolution. Donc mon métier, c'est la révolution. ok. Ni la violence, ni la table rase, ni la révolte. C'est quoi la révolution? C'est un changement radical, optimiste, bienveillant, de comment est-ce qu'on peut construire l'avenir avec vraiment, un point à atteindre et non pas simplement des idées, quoi. Ouais, Et donc, d'où je viens pour faire ça, en fait, l'itinéraire n'est pas totalement linéaire. À l'origine, j'ai fait Saint-Cyr, ok. en Bretagne aussi. Qui est Heu, Saint-Cyr, qui est une école c'est l'école militaire? d'officiers, Ok, une des écoles d'officiers de l'armée française, mais, celle qui forme, en général, je dirais nos généraux et cetera. Enfin, oui, c'est à peu près ça, quoi. C'est ok. sur les différentes écoles d'officiers, voilà, c'est bon, enfin, rien de particulier. Alors, je précise quand même, sur ma promotion à Saint-Cyr, je suis de la promotion Tom Morel Ok, et c'est très important pour la suite parce que Tom Morel est un Saint-Cyrien, qui a monté le plateau des Glières pendant la guerre de 39-45. ok. Et dans ce que je vis aujourd'hui, toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes contextes historiques, mais c'est celle de la liberté, celle d'aller jusqu'au bout de ses idées et voilà, de construire l'avenir, quoi. Ok, Et donc, ensuite, j'ai servi à la Légion étrangère, ouais, donc le régiment parachutiste, donc deuxième étranger de parachutistes, qui est à Calvi, en Corse. J'ai servi aussi un petit peu avec des appelés, une très belle expérience, et au régiment, premier régiment étranger, qui est la maison mère de la Légion étrangère. Une période qui est passionnante, d'abord parce que j'en reparlerai, mais la Légion, c'est, mon inspiration principale dans la confiance que j'ai dans l'avenir. C'est-à-dire que rien ne résiste à des hommes déterminés, mhm, à des hommes qui ont des valeurs et qui veulent effectivement, construire ensemble. Dans la diversité, la Légion, c'est 150 nationalités, c'est toutes les cultures du monde, c'est toutes les langues du monde, ouais, toutes les religions, et cetera. Et pourtant, avec un très grand respect mutuel, indépendamment de l'aspect guerrier, mais sur le laboratoire humain de la Légion étrangère est unique au monde et ça m'inspire énormément dans ce que je fais aujourd'hui. Et en même temps, dans cette expérience humaine, moi, je suis arrivé, au moment où on était, dans la guerre en ex-Yougoslavie, dans les Balkans, et j'ai été pas mal impliqué, dans ce conflit, entre autres le siège de Sarajevo, et cetera. Donc, j'ai pu constater la fragilité des sociétés humaines, hein, et à quel moment est-ce qu'on bascule, de l'ordre au chaos, juste, de manière extrêmement rapide, quoi. ouais, Et donc dans les combats que je mettais aujourd'hui, j'introduisais en disant: «La finalité, c'est la révolution». C'est précisément pour sortir d'une, spirale un petit peu, de violence dans lesquelles on est en train de devenir à tout point de vue et se dire: «Nos sociétés sont fragiles, on a intérêt à les conserver parce qu'elle n'est pas parfaite, mais la paix, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire», quoi. ouais. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup marqué, dans un peu la suite de mon parcours. Donc j'ai fait 15 ans de service, au total, et puis, en 2000, pour différentes raisons, mais surtout parce que, je dirais les carrières d'état-major n'étaient pas tellement faites pour moi.
Il y a eu plein de raisons qui fait que j'ai décidé de quitter l'armée. Et dès ce moment-là, je m'étais dit, en fait, j'ai beaucoup aimé l'encadrement de la jeunesse. Je dis, j'ai aussi passé 2 ans avec des appelés avant la suspension du service national. Et je me suis dit, il va manquer quelque chose pour une partie de la jeunesse. Le service national, indépendamment de l'aspect militaire en tant que tel, ça a permis à beaucoup de jeunes de pouvoir trouver un équilibre, une vision de l'avenir et surtout une confiance en eux, Oui. une estime de soi, etc. Et donc l'idée, en 2000, c'est comment est-ce qu'on peut créer un centre de formation qui permette, sans imitation militaire, c'est pas, mais par contre une inspiration de certaines valeurs militaires, la solidarité, l'effort, le service, la rigueur, etc. Et donc c'est mon projet initial. Mais comme j'avais pas de financement public à l'époque, pas tellement plus que maintenant, mais c'est un autre sujet, je me suis dit, bah, je vais commencer comme entrepreneur et du coup, je pourrais financer le centre de formation. Et j'ai cherché un métier qui me permettait d'être, je dirais, une matrice sur laquelle faire de la formation pour les jeunes. Ouais. Et je me suis retrouvé à créer une entreprise à l'époque qu'on appelle Entretien des espaces naturels. Ok. Le terme génie écologique, dont je parlerai tout à l'heure, n'existait pas dans ce sens-là à l'époque, en 2002 donc. Et donc, je suis parti comme ouvrier avec 2 compagnons dans les rivières de Bretagne. C'était les premiers chantiers, je dirais, d'entretien des rivières Ok. pour préserver les masses d'eau, etc., quoi. Ça m'a fait c'est très intéressant comme expérience, que moi, j'ai quand même commandé une compagnie avec 200 légionnaires, avec un certain faste, hein. La Légion étrangère est quand même le respect du chef, l'amour du chef, comme on dit, est quelque chose de très, très fort. Et là, je me retrouve comme ouvrier avec une tronçonneuse, je ne sais pas trop comment ça fonctionnait, 2 ouvriers qui ne connaissaient pas plus que moi. Une expérience vraiment merveilleuse, quoi. Ok. L'entreprise s'est développée petit à petit et on était 2002, c'est l'année du sommet de la Terre à Johannesburg. Et là, on a commencé à accélérer dans la prise en compte des déséquilibres de la biodiversité. Avant, c'est surtout le carbone dont on parlait, et là, on se rend compte qu'on a un vrai problème avec le vivant, la relation de Ok. l'humain avec le vivant. Ok. Et tout de suite, le vivant n'a aucun problème, la biodiversité non plus. Ça va bien se passer, la vie va rester sur Terre. Après, il y a un problème de relation du vivant avec l'humain et de l'humain avec le vivant, et c'est pas l'humain qui va gagner. Donc, de fait, hein, On est d'accord sur on a ça. quand même 4 milliards d'années d'évolution de la vie. Ouais. Et là, je commence à découvrir tout ça. Moi, j'avais aucune conscience, conscience écologique. Enfin, le monde d'avant 2000, c'était, il y avait quelques militants. Et là, moi, je suis dans mes rivières, les pieds dans la boue. Alors, il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. Après, je développe l'entreprise. On crée un bureau d'études. Donc, il y a des ingénieurs qui arrivent, qui m'expliquent un certain nombre de choses. Puis je me rends compte qu'en fait, le métier est passionnant. On est dans les écosystèmes, dans les zones humides, dans les tourbières, dans tout ça, etc. On répare et je me dis, tiens, c'est juste pourquoi on répare en fait. Là, je commence vraiment à me poser des questions et je me dis, en fait, c'est quand même assez embêtant ce truc-là, quoi. Et là, je dirais que alors, je précise que c'est la contemplation du vivant qui a formé tout ce que j'ai fait par la suite. Ok. Et j'ai commencé avec les mains, donc ça s'appelle l'intelligence des mains. Et c'est pour ça que tout ce que j'ai développé, je dirais, au niveau des idées derrière, vient d'abord par l'action, quoi. D'accord. Et là, je me dis, bon, c'est quand même vraiment préoccupant. Je dirais presque que le réchauffement climatique, c'est assez accessoire à côté de la crise du vivant. Enfin, d'ailleurs, on a la biosphère dans laquelle tout est inclus et ce n'est pas un point particulier de l'écologie. C'est vraiment la vision globale. Et là, en discutant avec mes ouvriers, mes chefs d'équipe, mes ingénieurs, on se dit, ouais, c'est embêtant. Quelles sont les solutions proposées? Alors, peu de temps après arrive le Grenelle de l'environnement, donc on dit c'est bon, on va s'en occuper. En fait, je me dis, mais en fait, c'est pas suffisant, quoi. Alors moi, j'ai une vision militaire, c'est-à-dire que quand on se bat, s'il faut mourir, c'est une option, mais enfin, il faut quand même qu'on ait une chance de gagner, quoi. Ouais. Et là, je me dis, on va pas gagner. Ce que l'on fait, c'est pas du tout à l'échelle des enjeux. Ouais. Je regarde ce que fait l'écologie politique. Bon, je fais pas de politique, donc je n'en parle pas, mais ça me convainc pas. Ouais. Je dis, c'est pas ça qui va le faire. En plus, c'est tellement mêlé d'idéologie ou de politique, etc. Je dis, venant de la Légion avec une vision très universelle de l'humanité, je dis, ça ne me convient pas. Et puis, il y a des très belles expériences qui existent, mais qui sont anecdotiques. Je dis, attends, nourrir Paris, c'est pas les petites exploitations qui va le faire. On a besoin de logistique, on a besoin de tout ça, quoi. Et c'est là qu'on en arrive à cette conclusion. Mais en fait, il n'y a qu'une seule solution, c'est la révolution. Comme le disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le mode de pensée qu'il a engendré. Oui. Et là, on continue à avoir un mode de pensée où l'homme, finalement, se suffit à lui-même et ça ne fonctionne pas. Et là, avec des entrepreneurs, j'ai été beaucoup au centre des jeunes dirigeants. Donc, il y a des camarades, pour la plupart, de PME, ou en tout cas des entrepreneurs qui étaient engagés, avec des agriculteurs, avec des agronomes, parce qu'il y a une question d'agriculture qui est majeure dans la relation à la biodiversité. On y va de manière extrêmement confiante, positive.
C'est-à-dire que quand je parle de révolution, je le dirais en permanence, il ne s'agit pas de tout casser. En fait, je suis vacciné contre la violence depuis que j'ai été au milieu de guerre civile. C'est presque l'inverse. C'est comment est-ce qu'on peut changer les fondements pour créer, en fait, recréer des peuples, recréer une civilisation qui soit basée sur la relation humaine, en fait, dont nous sommes les héritiers. C'est-à-dire que notre pays est tellement beau que c'est pas avec la mentalité que nous avons aujourd'hui qu'il a pu être construit. C'est Ouais. vraiment ça le. Ouais. Bon, et donc je vais vite parce qu'on pourra en parler pendant effectivement des heures, mais c'est d'une évidence que en fait c'est pas très très compliqué de résoudre les problèmes. Encore une fois, par contre, il faut sortir d'une spirale qu'on a aujourd'hui. Nous n'avons qu'un seul problème dans notre société, un seul, c'est l'individualisme. C'est tout. Alors, qu'est-ce que tu proposes dans ta philosophie, Alors, ta philosophie de Je vais l'action? revenir sur cette question du contemplation du vivant. Aucune espèce ne se suffit à elle-même, hein. Le principe du vivant, c'est la relation et le service. Le meilleur exemple étant la fleur et l'abeille. La Fleur symbiose. est au service de l'abeille, et l'abeille, alors la symbiose étant une autre forme du vivant, là, c'est pas une symbiose entre la fleur et l'abeille, mais c'est la même chose. Le champignon, dans les racines des arbres, on est sur une relation quasi symbiotique, mais tout est basé sur la relation, et les écosystèmes sont résilients sur le service réciproque. Un service qui n'est pas dans l'altruisme, c'est-à-dire une vision, je dirais, que nous avons en tant qu'humains, mais que les autres espèces n'ont pas, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité depuis 4 millions d'années, 300 000 pour l'Homo sapiens, nos tribus, nos villages, nos familles, nos quartiers ont toujours été basés sur cette relation. Le groupe nous protège et nous servons le groupe. Alors, il faut trouver les bons équilibres pour garder aussi, je dirais, l'individualité dedans. Et là, ça fait à peu près depuis 200 ans que ça se dégrade. Et là, depuis une cinquantaine d'années, en fait, chacun devient sa propre finalité. Alors, on a, depuis 4 milliards d'années, aucune espèce ne se suffit à elle-même. C'est la coopération qui prime. Et nous avons décrété de manière dogmatique que le principe de la société, c'était la maximisation de l'intérêt personnel. Oui. Ça, c'est écrit. On a fait pas mal de recherches à la fois historiques, économiques et philosophiques. La finalité de tout agent économique est la maximisation de son intérêt personnel. Si chacun travaille que pour sa gueule... C'est ce que Nietzsche appelle le surhomme, non? Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai, je n'invente rien du tout. Hein. C'est toutes ces inspirations de scientifiques. Sauf que moi, je suis plutôt bûcheron dans l'âme. Donc, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi. Ouais. La solution... Alors, j'ai aussi, encore une fois, mon expérience de la Légion qui fait que, en fait, y compris avec des hommes déracinés, qui, pour beaucoup, ont vécu des traumatismes dans leur vie personnelle ou dans leur famille ou dans leur pays, etc., on peut reconstruire avec des valeurs extrêmement fortes, sans idéologie, parce que comme les légionnaires ne parlent pas français, on ne peut pas les endoctriner et on ne peut pas être sur des concepts totalement abstraits. C'est le regard, c'est le travail ensemble, et ça, c'est une puissance absolument extraordinaire. Donc là, l'idée, c'est de reconstruire vraiment un peuple, je préfère ça plutôt que société, Ouais. ou une civilisation. On n'a plus de civilisation aujourd'hui. Une civilisation, c'est des gens qui se reconnaissent dans un passé commun et qui regardent dans la même direction. Sans commentaire sur la France d'aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on va se dire, je viens d'en haut et je dire voilà ce que tout le monde doit faire? On dit non, entre nous, on va repartir sur un principe universel qui est la vie. C'est une vérité, la vie. Et la vérité n'est pas une opinion. C'est pas du tout la même chose. 4 milliards d'années, je peux considérer que dans le temps long, ça fonctionne. Ouais. Et donc, comment, en s'inspirant du vivant, en s'inspirant de notre origine humaine, des tribus, nomades pendant longtemps, puis sédentaires par la suite, dans tout ce qui a fait notre beau pays, en tout cas, même quand on regarde la Bretagne, où qu'on se balade entre les dolmens, les menhirs, les chemins creux, les arbres en émonde, etc., on voit les traces de la relation humanité-biodiversité en permanence, avec des moments plus ou moins violents, plus ou moins... Ça, je ne nie pas le fait qu'on ait toujours eu de la violence, par contre, c'est la coopération qui a créé notre pays. Okay. Et là, plutôt que de dire il y a qu'à Faucon, c'est comment on le fait. Et donc, à partir de ce moment-là, j'en suis arrivé... Donc, j'ai revendu mon entreprise au bout de quelques temps. L'entreprise s'appelle d'ailleurs toujours Derven, qui faisait études et travaux. On a, avec des camarades, vraiment cadré ce principe de génie écologique. Le génie écologique, c'est assurer la résilience des écosystèmes, dont nous faisons partie. Le terme environnement, par exemple, je ne l'utilise jamais. Enfin, c'est interdit d'ailleurs dans l'entreprise. C'est une aberration et c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver de solution avec ce type de terme. Ce serait de dire qu'il y a l'humain, et puis il y a des choses qui l'environnent, puis l'humain fait sa vie, puis il essaye de ne pas trop toucher à côté. Nous vivons au milieu de la vie, nous sommes transpercés par la vie, habités par la vie. Il y a plus de cellules non humaines dans ton corps qu'il n'y a de cellules humaines. Sans les bactéries dans les intestins, tu ne peux pas vivre. Tout est comme ça. L'interrelation, elle est permanente. Et donc, ce n'est pas de l'environnement, c'est notre matrice.
Nous habitons la vie et nous sommes habités par la vie. Donc c'est un mode de pensée qui est complètement différent, basé encore une fois sur la relation. Et donc, quand j'ai revendu Derven, c'est parce que j'avais des très beaux chantiers. Je passais de plus en plus de temps à m'occuper de la formation des jeunes et des nouvelles générations, et puis en même temps à essayer de penser, de construire ce monde-là. Et je dis, bon, ok, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Donc j'ai laissé la partie études et travaux. Et puis pour me concentrer sur la question concept et mise en œuvre de gouvernance territoriale, de modèles économiques qu'on appelle l'économie vivante, de conseil des entreprises, de conseil des collectivités et surtout de formation. Ok. La formation n'étant pas de dire voilà ce qu'il faut faire, c'est une formation qui change les cœurs. Comment est-ce qu'on retrouve la relation au vivant, comme l'humanité l'a eu depuis le départ, et comme aujourd'hui, malheureusement, la plupart des jeunes ne sont plus en relation avec le vivant. Ouais. Donc c'est basé... bon. Je précise aussi qu'au passage, je parlais de la structuration du génie écologique. Donc, on a fondé l'Union professionnelle du génie écologique, qui regroupe toutes les entreprises qui travaillent sur la résilience des écosystèmes, en études et en travaux. On a pas mal de PME, mais on a aussi des grands groupes qui s'y mettent maintenant, des boîtes de travaux publics, Vinci, FH, Colas, puis bon, pas beaucoup d'autres qui commencent à venir, parce qu'on commence à se dire que sans la vie, on est mort. Ça paraît évident, Ouais. mais dans la pratique, c'est quand même un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc l'Union professionnelle que je continue à présider aujourd'hui, qui est une très belle association et qui, une fois de plus, me dit que l'avenir, moi je sais ce que c'est ce que je veux que ce soit. C'est pas d'autres qui vont nous l'imposer. En fait, c'est nous qui devons décider de ce que doit être l'avenir et ne pas être. Et la question de travailler sur la résilience des écosystèmes, en fait, c'est un objectif qui est joyeux, qui est sain et qui est techniquement assez facile parce que les écosystèmes, encore une fois, c'est résilient. Dès qu'on travaille dessus, ça réagit Ouais. et on peut retrouver cet équilibre. Quand j'ai quitté Derven, j'ai recréé un nouveau bureau d'études qui s'appelle RESAN. Ça veut dire adaptation en breton. Et l'adaptation, c'est comment nous allons nous réadapter à la vie Ok. pour refaire non pas de mettre de la biodiversité en ville ou de mettre de la biodiversité dans l'entreprise, mais comment réintégrer la ville dans le vivant, comment réintégrer l'entreprise dans le vivant, en reprenant des principes, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est une vérité. Diversité, relation, coopération. Et si on sort du fonctionnement de la vie, on est mort. Donc toujours cette même logique. Et en même temps, donc des solutions techniques, des diagnostics d'entreprise pour travailler sur le modèle économique, travailler sur les modes de pensée avant tout. Je pense que notre problème, il est psychologique et culturel. Il n'est pas technique. On va sur la Lune quand même aujourd'hui. Bon, on peut y aller en tout cas. Je veux dire, si on n'est pas capable de gérer notre planète, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est dans la tête que ça se situe. Ouais. Et c'est la question de la détermination, de la confiance en l'avenir. Et donc, dans la formation, les formations que nous délivrons, elles sont très souvent basées sur l'immersion en pleine nature. Voilà, il y a 2 mois de ça, j'ai emmené une petite entreprise industrielle en pleine forêt avec un thème néolithique. Vraiment de retrouver cette relation charnelle, émotionnelle avec le vivant pour remettre le fonctionnement de notre cerveau dans une logique qui soit réelle et non pas totalement désincarnée comme on l'a aujourd'hui. Oui. Donc, à l'accompagnement donc, des acteurs, les entreprises, un petit peu les collectivités dans certains cas, c'est un peu difficile à bouger. Voilà, changer les cœurs, changer les modes de pensée. Et en même temps, un sujet qui est pour moi fondamental, c'est la formation de la jeunesse. Donc, j'en reviens à mon idée initiale, mais qui n'a plus du tout la même vocation. Quand j'avais quitté l'armée, je pensais être dans un monde qui était à peu près stable. La société, donc en 2000, on avait quand même moins de symptômes. Je me dis, je vais aider des jeunes à construire leur avenir, à trouver l'estime de soi, la confiance, à s'intégrer dans la société actuelle. Comme dans le service militaire ou la Légion étrangère, avec une très grande diversité, je suis très attaché à ça. Donc ce n'est pas de l'insertion que je voulais faire, c'était une école de vie en fait. Et là, c'est plus du tout la même chose qu'à l'époque. C'est comment est-ce que j'allais faire rentrer les jeunes dans la société. Et là, je ne veux plus. Je ne veux plus faire rentrer les jeunes dans cette société, c'est méchant. Former des jeunes à rentrer dans une société qui est totalement mortifère, c'est méchant. Ouais. Donc le but, c'est même complètement l'inverse. C'est comment former la jeunesse à construire l'avenir, non pas en cassant ce modèle qui a quand même l'avantage de nous nourrir et d'assurer notre sécurité. Pour nous, bourgeois occidentaux bien nourris, c'est dans le reste du monde et quand même la plupart en grande difficulté. En tout cas, pour nous, c'est pas le but de casser ce modèle, mais de comment est-ce que ensemble on construit l'avenir en s'inspirant de ces modèles à la fois anthropologiques et du fonctionnement du vivant. Donc c'est une association qui s'appelle Irvine, qui est en Bretagne, qui a formé 350 jeunes depuis une dizaine d'années.
La caractéristique, c'est la mixité sociale. Et donc, j'ai repris ce principe de la Légion étrangère. Donc, on a eu des polytechniciens, centraliens, ingénieurs agro, des jeunes qui sortaient de prison, des toxicomanes, des SDF, et puis surtout un grand contingent de jeunes qui s'inquiètent de l'avenir, qui sont un peu perdus sans être forcément en grande difficulté. Donc, beaucoup de perdus de Parcoursup. Après le bac, qu'est-ce que je vais faire? Tu dois trouver le métier de tes rêves. Alors, pour mettre quelqu'un en panique, il n'y a rien de pire, quoi, hein. Les jeunes, métier de tes rêves. Alors, je vais être un peu grossier, mais on leur dit à chaque fois, vous savez, le métier de vos rêves avec des cons, c'est un métier de con. Un métier dont vous n'avez pas rêvé avec une équipe de rêve, c'est un métier de rêve. Et là, j'en reviens à mon expérience de la Légion, y compris dans les zones de combat, etc. Quand on est avec des camarades et qu'on a confiance, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est parfait, mais en tout cas, on sait pourquoi on est là. Et donc, tout le but d'Irvine, c'est cette mixité sociale, une vision confiante et positive de l'avenir, une philosophie basée sur l'inspiration du vivant, l'inspiration aussi de l'anthropologie humaine, c'est-à-dire depuis le Néandertal jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi qui a créé notre pays, et une philosophie qu'on appelle la propositivité, c'est-à-dire que c'est à la fois la positivité et la proposition. C'est-à-dire aux jeunes, enfin, c'est pas que les jeunes, mais je crois pas tellement que les grandes personnes vont changer à court terme. Non. Je prends le terme grande personne qui vient de Saint-Exupéry, mais j'aime beaucoup son approche du Petit Prince dessus, donc j'ai pas de temps à perdre en fait. Et par contre, la jeunesse, dont une partie se perd dans des rêves, dans des illusions ou dans toute une forme d'addiction, etc., ou de radicalité violente, ce qui est assez dommage. C'est à la jeunesse que je dis, faisons-le ensemble. Moi, je n'ai pas la prétention de leur dire, voilà ce que vous devez faire. Je prends mon expérience et les enfants, on y va. Allez, jeunes, on y va, on le fait ensemble. Les mains dans la terre, etc. Alors, la propositivité, c'est surtout de dire, sortons de ce cercle négatif de critique. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, et c'est pas possible, quoi. En fait, en plus, tout ça, c'est démontré de manière extrêmement précise par la science. Quand on est dans la négativité, en fait, on n'est pas bien. Oui, on rentre dans une spirale. Même si vous n'aimez pas votre voisin, quand vous le critiquez, vous n'êtes pas mieux quand vous l'avez critiqué. Bien sûr. Et même, ça fait mal aux tripes, etc. Quoi. Et nous, on a un code d'honneur, on a un article qui est l'article 6. Tu prends la parole pour construire et jamais pour détruire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec un truc, soit vous avez une solution à proposer, sinon vous vous taisez. Ne vous faites pas perdre de temps à critiquer un tel, que ce soit le président de la République ou le député du coin ou l'industriel ou ce que vous voulez. Ok, qu'est-ce que tu proposes? Et qu'est-ce que tu fais? Tu ne proposes rien si tu n'es pas capable de le faire. Ouais, mais tout seul, je ne peux rien faire. Ah bah tant mieux. La vie, c'est basé sur la diversité et la relation. Tout seul, on ne peut rien faire. Alors maintenant, comment est-ce qu'ensemble, on prend ton projet et comment est-ce qu'on le monte ensemble? Toute petite échelle, parce que on a, sur notre ferme, notre ancienne ferme, parce qu'elle a brûlé il y a quelques semaines. Ce que tu dis, c'est ceux qui critiquent font moins que ceux qui proposent. Sûr. Et quand tu critiques, tu ne peux pas créer. Ou alors tu crées en opposition à ce qui est à côté. Un jour, c'était un jeune qui était un petit peu anarchiste, et puis j'avais fait une conférence justement pour évoquer ce monde à construire, et en disant, mais en fait, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais où il faut aller, ce qui n'est pas la même chose entre la direction et l'objectif. Et encore une fois, en m'inspirant de la relation vivante, de toutes les espèces vivantes, quelles qu'elles soient, et de l'histoire humaine, on a quand même des indications, plus mon expérience personnelle avec la Légion et l'entreprise. On va dire, voilà, ce sont les principes de base. Maintenant, ce qu'il va y avoir derrière, en fait, on va le construire ensemble. Mais par contre, si vous dites, je parlais d'une discussion avec un jeune, c'est dans une ZAD, et puis je fais un peu cette proposition, il me dit non, mais la positivité, c'est pas possible, le monde est trop violent aujourd'hui, il faut l'attaquer, il faut le critiquer. J'ai dit, mais tu es juste, tu n'es pas libre si tu fais ça. Parce que si tu veux t'opposer à moi, je mets ma main là, tu vas venir là, je mets ma main là, tu vas venir là. En fait, moi, je te balade comme je veux. Par contre, si je sors complètement du modèle, et voilà, où est-ce qu'on veut aller? Ensemble. C'est complètement différent. Et là, d'abord, on a une paix qui est quand même beaucoup plus forte. Comme on vit dans le monde vivant, de la ferme ou dans la forêt, il y a aussi beaucoup d'études là-dessus sur la paix qu'apporte, l'absence de stress qu'apporte la relation au vivant. Et donc là, automatiquement, tout se met en place. Et on va être dans la créativité. Parce qu'on a d'abord ce partage de valeurs communes dans la diversité, comme à la Légion. On a toutes les religions du monde, on a toutes les idées politiques du monde. On a des gens qui viennent de pays communistes, d'autres qui viennent de pays d'extrême droite, etc. C'est pas grave, tant qu'ensemble, on a un objectif commun. Et la diversité permet effectivement de nous enrichir. Quoi. Et donc là, ça donne un espèce de laboratoire. Et je dis à chaque fois, alors, cette révolution, c'est pas par révolte. J'ai déjà évoqué, même s'il y a beaucoup de choses révoltantes dans le monde actuellement, sur les inégalités sociales, etc., les destructions des écosystèmes, il y a beaucoup de choses, ok, mais c'est pas par révolte. En fait, c'est juste pour se marrer. Parce que je ne sais pas si ça va marcher, ce qu'on fait. Mais quand on arrive le matin
y compris quand c'est très difficile, qu'il pleut sur les chantiers, où là, on a un incendie, notre ferme a été complètement réduite en flammes il y a 2 semaines de ça. On arrive le matin sur un tas de cendres, soit on se lamente, c'est bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? On regarde devant, ben, automatiquement ça apporte la paix, automatiquement ça apporte la joie, et je ne sais pas si ça va marcher, mais je sais qu'aujourd'hui, ça m'apporte de l'énergie, ça m'apporte de la confiance, à partir du moment où, encore une fois, on a des valeurs communes. On a aussi, j'en ai pas beaucoup parlé pour l'instant, mais la question des valeurs est fondamentale. Sans honneur, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, on ne peut pas construire l'avenir ensemble. Et donc la question des valeurs, donc de l'honneur, de la loyauté, du courage, du service, de l'altruisme, sont des choses qui sont fondamentales, mais qui ne peuvent pas exister dans une société individualiste où finalement mon individualité est supérieure à celle de l'autre. Non, on a une question de service réciproque qui est vraiment fondamentale, quoi. Tu disais que l'individualisme a marqué justement cette relation au vivant. Est-ce que ça a été accéléré également par l'industrialisation, la recherche de la surproductivité? Oui, mais en fait, c'est la conséquence. Là, bon, là, c'est des sujets de débat que je vais dire là, mais est-ce que c'est le capitalisme qui est le problème ou est-ce que le capitalisme est la conséquence? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que chaque individu ait sa propre finalité et que l'humanité ait sa propre finalité, on va automatiquement aboutir sur des modèles économiques comme le capitalisme ou industriel, où en fait on veut amasser, on veut s'enrichir, donc c'est la conséquence d'un mode de pensée. Ouais. Et pour moi, ce n'est pas la cause. Vraiment, on a quitté le fonctionnement du vivant, même si, encore une fois, les anciens n'étaient pas meilleurs que nous en termes d'individus, mais par contre, en termes de peuple, oui, il y avait cette vision-là. Donc pour moi, c'est une accélération radicale, mais à un niveau, on vit une période fabuleuse. Elle n'a jamais existé. En fait, il y a plus de proximité entre le Moyen-Âge et la génération de mon père qu'il n'y a entre la génération de mon père et celle de mes enfants. On était sur une continuité d'un modèle agricole, même dans les villes, etc., Bien avec sûr. une certaine continuité. Et là, avec l'illusion du numérique, qui n'est qu'une illusion, dessus, on a des jeunes qui sont complètement hors sol, et on a accéléré complètement cet individualisme. C'est-à-dire que l'individualisme a généré un modèle qui lui-même accélère l'individualisme par la société de consommation, Oui. ce qu'on appelle le modèle performateur, c'est-à-dire que ça se génère lui-même. Les supermarchés aujourd'hui, on peut retirer tous les dirigeants, il est capable de fonctionner par lui-même, parce que de toute façon, la finalité va être l'augmentation des marges, du profit, etc. Et ça, ce n'est absolument pas une finalité, c'est un dogme. C'est un dogme, c'est presque religieux le monde qu'on est aujourd'hui. La construction de l'Europe politique est une vision idéologique et religieuse qui est basée sur cette question de libre-échange, Mondialisation. Il y a des choses intéressantes sur le libre-échange. Je ne veux pas être radical dans cette affaire-là. C'est surtout la question de la maximisation de l'intérêt personnel. Non, il y a un moment ou un autre où le collectif prime, et j'en reviens, j'ai dit en introduction, mon parrain de promotion à Saint-Cyr qui s'appelle Tom Morel, qui lui, au moment de la défaite, est resté dans l'armée d'armistice. Il a dit, bah non, c'est juste pas possible. Mon pays va quand même tenir jusqu'au moment où il dit, non, en fait, c'est pas possible, et il passe dans la résistance. En fait, je dis ça parce que si on dit le soldat, en fait, on lui dit tu vas au combat et puis c'est un ordre, t'es endoctriné, etc. C'est la vision un peu, d'ailleurs fausse, que l'on fait même de la Première Guerre mondiale, etc. En tout cas, fausse pour une partie. Mais là, quand c'est ces hommes et ces femmes qui rentrent dans la résistance, c'est un choix personnel contre la logique légale, parce qu'à ce moment-là, Vichy, c'est quand même le gouvernement légal, et on n'a pas le recul qu'on a aujourd'hui pour voir un petit peu toutes les aberrations. Donc je suis très prudent sur les choix personnels des hommes de cette époque-là. Mais lui, il dit non, c'est pas possible. Et il met sa vie en péril, et il en est mort. Et il s'est fait tuer dans un combat. Alors, je dis pas qu'on doit mourir aujourd'hui. Je dis qu'il y a un moment ou un autre, il faut qu'on puisse oublier notre petit confort. Sinon, en fait, l'individualisme nous rend dépendants d'un système, et si on est dépendant du système, on est faible, et en fait, on se fait broyer. D'ailleurs, on nous parle beaucoup de progrès aujourd'hui. Moi, le progrès, j'aimerais bien le voir quand on regarde l'augmentation de la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. C'est des chiffres. Un des sujets majeurs de notre gouvernement aujourd'hui, c'est la santé mentale, en particulier des jeunes, où le suicide en Europe est la première cause de mortalité des jeunes. J'aimerais bien savoir où est le progrès. Ouais. Et encore une fois, si on travaille pour soi-même, automatiquement on est isolé. Quand on travaille avec une logique peut-être de sacrifice, qui n'est d'ailleurs pour moi pas du tout un grand mot, c'est pas se foutre en l'air le sacrifice. Moi j'ai 6 enfants, je n'ai aucun regret du temps que j'ai passé avec eux, des difficultés que ça a pu engager, il y en a quelques-unes, et pour moi toutes ces difficultés ne sont que du bonheur. C'est à peu près la même chose que ce qu'on fait effectivement sur le groupe, quoi. Comment tu souhaiterais la voir évoluer, cette société, disons, dans 1 ou 2 siècles?
Notamment si on appliquait les principes Mm. que sur Alors, lesquels tu apportes ton tu vois, éducation. dans ma philosophie, c'est pas comment je souhaite, c'est comment aujourd'hui on l'a fait évoluer pour atteindre ça, quoi. C'est revenir à ces logiques de village qui, encore une fois, n'étaient pas parfaits, mais la question du service réciproque. Alors, on a développé un concept qu'on essaye de mettre en œuvre qui s'appelle l'économie vivante, alors qui est inspiré d'ailleurs d'une étude qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui s'appelle l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, qui est une étude de 2005, où on parle beaucoup des services produits par les écosystèmes, dont bénéficie l'espèce humaine, mais aussi un petit peu tout ça, enfin toutes les autres espèces, donc une vision territoriale. Ok. Et cette étude nous dit, la seule solution, la meilleure, c'est ce qu'on appelle la mosaïque adaptative, qui est encore une fois une logique du vivant. Au lieu de dire, il y a l'Europe ou Paris qui disent, bah, voilà comment vous devez faire, c'est non, non, chaque citoyen s'approprie son territoire avec les autres, avec des projets de territoire, une vision qui est très fédérale, beaucoup plus régionale, avec des provinces, avec tout ça, etc., sur lequel l'économie, et c'est ça, sortir du dogme d'une économie de la compétition et de l'intérêt personnel, à revenir sur l'étymologie de l'économie, qui est oikos nomos, qui est, donc ça a donné économie, l'oikos étant la maison commune. Ok. Ce n'est pas la maison bâtie, c'est la maison commune, c'est le foyer en fait. J'aime beaucoup le terme foyer, parce que c'est ça C'est qui a été. familial, Ouais, et puis quand on regarde même l'histoire, l'anthropologie, de la paléontologie, de la préhistoire, etc., la notion de foyer est très forte. On vivait autour des foyers, quoi. Oui. C'est la base de nos sociétés. Et donc cette logique de revenir sur une logique territoriale où l'économie, c'est la gestion de la maison commune. De toute façon, si la maison s'écroule sur notre tête, on n'existe pas. Donc travaillons là-dessus. Et écologie, c'est oikos logos, qui est la connaissance de la maison commune. Hein. Oui. Et c'est ça l'écologie. C'est pas une idée politique, c'est pas une idéologie, c'est la connaissance. Et moi, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est même la contemplation. On ne peut avoir une inspiration que si on est capable de contempler avec beaucoup d'humilité, revenir sur ce fonctionnement-là. Donc, on met les bases d'une économie basée sur le partage, qui a existé, encore une fois, c'est pas une utopie. L'utopie, c'est de s'imaginer qu'on va vivre en paix avec une société de compétition, ça c'est de l'utopie. Donc d'abord de définir ce modèle économique, de le mettre en œuvre à petite échelle autour de nous pour qu'il se développe à très grande échelle. Ouais. Et là, on a aussi une vraie logique des écosystèmes. Les écosystèmes, on a ce qu'on appelle les écosystèmes pionniers. Si tu as une surface qui a été défrichée pour différentes raisons, de manière humaine ou pas, ou un incendie, etc., les premières espèces qui vont venir vont être pionnières, elles vont coloniser petit à petit, et la diversité va arriver progressivement, mais ça commence toujours par des petits spots. Ok. D'ailleurs, même sur les rochers, c'est du lichen, et puis de la mousse, et puis après les herbes, etc. Donc, je ne suis pas sur une logique de microéconomie en disant on fait des petits spots, c'est vraiment de reprendre le contrôle de notre économie, mais en partant par des personnes de bonne volonté, qui sont confiantes dans l'avenir, qui sont déterminées, qui acceptent de se prendre des coups. C'est pareil, hein, si on joue au rugby, si on veut pas se faire plaquer, il faut pas jouer au rugby, quoi. Oui. Là, dans le monde qu'on a à construire, on va se prendre des caramels. Et donc, ces personnes-là sur un territoire qui vont donner, ils vont être les pionniers, qui vont montrer l'exemple, et les autres vont venir. Comme ça se passe chez nous, chez Irvine, hein, quand les jeunes viennent, c'est pas parce que il va arrêter l'activité, c'est sur vos vidéos, vos jeunes, ils sourient, ils chantent, ils ont l'air bien. Un jour, il y a un entrepreneur qui passait, il me disait oh là là, si tous les jeunes étaient comme vous, on n'attend que ça dans les entreprises. Bah, lui, il était à la rue là avant, lui, il était toxico, bah, lui, il était ingénieur, etc. Et puis après, ils ont encore toute leur vie devant eux. Et donc, c'est ça qui va créer cette révolution. Je disais tout à l'heure, le but, c'est de se marrer, c'est mais attendez, réchauffement climatique, il y a la crise, il y a de la violence partout, il y a le système des retraites, enfin, tout ce qu'on veut dessus. Pourquoi vous marrez? Parce que là, nous, où on est, on sait ce que l'on construit. Ouais. Et là, le modèle économique, qui ne sera de toute façon pas parfait, parce que vouloir la perfection, ça ne peut générer que de la violence, mais en tout cas basé sur les valeurs humaines, basé sur le respect, sur la dignité, sur l'honneur, sur la dignité, c'est possible. Encore une fois, c'est ce petit microcosme de la Légion. On a d'ailleurs une devise à la Légion qui est Legio Patria Nostra, la Légion notre patrie. Ouais. Nous quittons un monde sur lequel nous avons du mal à nous retrouver pour recréer ce monde-là, et en fait, ça donne une puissance absolument incroyable. Est-ce qu'il y a des auteurs, des philosophes, des scientifiques, des politiques qui t'ont inspiré? Alors, Saint-Exupéry, énormément. Sur Terre des Hommes en particulier, c'est vraiment en termes d'humanité, de valeurs humaines, et j'aime beaucoup aussi les stoïciens.
Ok. Sur, en l'occurrence, Marc Aurèle, Marc qui Aurèle. accessoirement était quand même empereur. Aussi, Et voilà, c'est avec, la particularité ouais, de, tout de à cet fait. Ouais. Et auteur. puis voilà, il y en a beaucoup un petit peu dans cette affaire-là. Puis après, on a, enfin, dans toute l'histoire de notre pays, en fait, c'est les personnes de bonne volonté qui travaillent avec une vision positive et sur l'honneur. Tout ce qui est critique ou dogmatisme, hein, en fait, ça me fait mal aux tripes. En fait, je suis pas bien, donc je prends pas. Mais voilà, les deux sources principales sont un petit Ok. peu là, quoi. Est-ce qu'on peut remonter à la genèse de tout ça, c'est-à-dire ton expérience au sein de la Légion Mm. étrangère? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es parti dans ce corps de métier et qu'est-ce que tu y as appris et qui a fortement influencé ta philosophie, ta vision aujourd'hui? Euh, Quand j'étais adolescent, c'est pour ça que je dis qu'on parle, les jeunes d'autrefois, d'aujourd'hui, sont pas comme ceux d'avant. Bah si, en fait, c'est tous pareil, hein. C'est ce qu'on dit aussi, je pense pas qu'il y ait de génération Z. Quand il y a des comportements qui sont pas forcément adaptés au collectif, c'est une question d'éducation Z, beaucoup plus que de génération Z. Mais enfin, moi, à ce moment-là, je travaillais pas forcément très bien à l'école, j'étais pas bon, adolescent, quoi. On se pose des questions, plein de rêves, etc. Et puis, en fait, je tombe sur un bouquin bon, qui parle de la guerre d'Indochine, mais c'est pas le côté guerrier qui m'a intéressé. C'est vraiment, c'est un bouquin qui s'appelle Parle sans verset, il y a un peu une référence très romancée, mais assez puissant. Et cette expérience humaine de dépassement de soi aussi, d'absolu, je me dis, bah, en fait, je veux être légionnaire, quoi. Ok. C'est arrivé, bon. Après, du coup, je me suis mis à travailler à l'école, et pour dire, bah, je vais faire Saint-Cyr, et puis je pourrais être officier de Légion, parce que le bon Dieu m'a mis un cerveau qui fonctionne, enfin, qui est capable de faire des études, hein, il n'est pas meilleur qu'un autre, mais je peux faire des études. Donc, bah, s'il y a certainement une raison, et c'est parti de là, quoi. Ok. Mais une fascination, je dirais, un peu onirique, c'est-à-dire de rêve de la Légion. Ce que j'ai trouvé, c'est pas la même chose, mais c'est la même puissance. Et donc, dès le début, c'était un petit peu ça qui m'intéressait. Donc, en plus, je suis arrivé à Calvi, c'était juste après la chute du mur. Moi, j'ai vécu la chute du mur pendant qu'on était à Saint-Cyr. Et donc, on a les premières vagues des pays de l'Est qui arrivaient. Enfin, c'était pour Oui. nous un changement. Les générations d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ce que ça a été pour nous, ce changement radical sur le plan géopolitique. Et puis là, oui, j'ai retrouvé bah, cette puissance de l'humanité. Ouais. Et la fidélité, se retrouver bon, des endroits où on meurt, hein, enfin, Sarajevo, ça cartonnait quand même pas mal. Mais de se dire, en fait, quoi qu'il advienne, nous sommes solidaires. En plus, avec un métier qui n'était pas très agréable, on était à ce moment-là casque bleu, donc on ne pouvait pas intervenir, enfin en tout cas sur cette première mission, quoi. Et c'est là que bon, mon expérience à Saint-Cyr aussi, avec la logique de service, la logique aussi d'héritage, nos anciens, ok, ils ont eu leurs défauts, leurs qualités, mais ils nous ont laissé quand même, ils nous ont livré un pays qui est beau, qui est basé sur des valeurs, qui a énormément de richesses. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Il y a la question de le défendre, moi en tant qu'officier, mais il y a aussi la question de le construire, que ce soit l'agriculteur, l'entrepreneur. Et tout ça, je pense qu'à la Légion, je l'ai ressenti de manière beaucoup plus viscérale, Oui. avec cette très très grande diversité, ce laboratoire d'humanité, quoi. Cette Légion étrangère, c'est un corps d'armée unique au monde. Oui, oui. Il en existe nulle part. Non, il y a d'autres armées qui ont recruté des étrangers. Donc l'armée américaine le fait pas mal, mais c'est pas du tout sur la même logique. Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu en Espagne, qu'on appelle la bandera. Ok. Il n'y a pas du tout la même diversité. C'était beaucoup plus sur les anciennes colonies espagnoles au départ. Avec cette diversité-là, cet état d'esprit, etc., c'est unique au monde. Et je pense que c'est une conséquence du génie français. Alors quand je dis génie, c'est pas que les Français sont meilleurs que les autres, mais c'est un peu cette mentalité pluriculturelle de la France qui est liée à son histoire unique, à sa géographie unique, hein, Oui. à ses Un carrefour. écosystèmes uniques. Il n'y a aucun pays comme le nôtre, hein, en termes d'écosystèmes, hein. Entre Ouais. la Bretagne et la Provence, c'est un truc de fou, quoi. Entre les milieux alpins et les milieux, la Méditerranée et l'Atlantique. Enfin, c'est tout ça qui fait que quand même, je pense qu'on a une vocation dans cette affaire-là. Et dans la Légion, c'est... alors, je ne veux pas trop en parler parce que je n'ai pas passé tant de temps que ça et je ne suis pas une référence. J'ai plus d'expérience comme entrepreneur. Mais en tout cas, je parle de mon expérience personnelle. Ok. Je ne suis pas un sachant de la Légion étrangère, quoi. Qui en est l'initiateur de la Légion étrangère? C'était le général Louis-Philippe. Louis-Philippe. Ouais, Louis-Philippe en 1831. Ok. En fait, il y a toujours eu des étrangers au service de la France. Avec les armées de l'Ancien Régime étaient surtout constituées de mercenaires. Mais il y a toujours eu cette tradition, des Suisses d'ailleurs, depuis 1515. On a arrêté de se battre contre les Suisses, donc il y a toujours eu, ils sont venus avec nous. Ouais. Et puis Louis-Philippe a décidé le 10 mars 1831 de composer une légion composée d'étrangers, avec déjà tous les principes de la Légion, qui est l'oubli du passé, l'identité déclarée, etc., etc. Et après,
l'histoire de la Légion, c'est à la fois l'histoire du monde et l'histoire de la France. L'histoire du monde, parce que dès qu'il y a une catastrophe humaine dans le monde, on a des légionnaires qui arrivent de ces pays-là. Et puis, on était engagés. On a une de nos devises qui dit sur la terre, verser du sang des légionnaires, le soleil ne se couche jamais. C'est-à-dire que c'est surtout les guerres coloniales. Enfin, on a été se battre sur l'ensemble de la planète, quoi. Quand tu arrives dans la Légion étrangère, si je me souviens bien, en tout cas des différents principes d'intégration, on te fait perdre ton identité, c'est-à-dire on fait changer ton nom, ton prénom, mais également ta nationalité, non? Tout à fait. Alors pas pour moi, parce que moi j'étais officier. Donc en fait, il faut savoir que dans la Légion étrangère, c'est encadré à 90% par des officiers français du cadre général. Donc moi, j'ai jamais été légionnaire à proprement parler, j'étais officier de Légion. Et donc comme 90% des officiers, il y a 10% des officiers qui sont issus du rang, donc qu'on appelle à titre étranger. Par contre, la particularité de la Légion, c'est que hormis les officiers, tous les cadres sont issus du rang. Tous les sous-officiers ont été légionnaires. Et effectivement, quand ils arrivent, on change leur nom, éventuellement leur nationalité quand ils sont français. Parce qu'il n'y a pas de français à la Légion étrangère, à l'incorporation, à l'engagement. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aimerais aborder pour les 5 dernières minutes? Non, je pense que j'ai quasiment tout dit. Arrêtons de faire ouin-ouin. L'avenir nous appartient. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et notamment pour les jeunes avec qui tu construis cette philosophie de l'action et de cette relation au vivant que tu souhaites instruire. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est de garder la foi et le courage. Force et courage, foi, force et courage qui vont faire un peu tout ça. Mais ça, pour l'instant, je l'ai, il n'y a pas trop de soucis dessus. Non, je pense que nous sommes des pionniers, nous sommes en première ligne, donc on se bat alors à la fois avec les jeunes, mais en même temps sur ces projets, entre autres dans le monde agricole. C'est qu'il faut que la deuxième ligne sorte de la tranchée et commence à venir avec nous en disant ok, on va laisser nos oripeaux par derrière et puis de rejoindre un petit peu l'aventure, parce qu'on a quand même de temps en temps un peu le sentiment d'être seul, en me disant ah c'est bien ce que tu fais Patrice, continue. Et oui mais enfin on galère quand même un peu sur le plan à la fois économique, sur le plan des marchés, etc. On a, je dirais, je vais prendre un parallèle avec l'incendie qu'on a vécu, mais en fait, on est là pour mettre le feu. Mais un feu qui est encore une fois positif et un feu qui doit se répandre. On a initié cet incendie, encore une fois positif et bienveillant. Là, maintenant, il faut qu'il y ait d'autres combustibles à côté qui rentrent dans la fournaise pour construire l'avenir, parce que l'avenir, encore une fois, c'est ce que nous voulons qu'il soit. Donc si on veut qu'il soit beau, il sera beau. Maintenant, si on veut se laisser avoir par ce que nous imposent les autres, ça va pas être génial, quoi. Merci pour cette belle interview. Voilà, donc à l'assaut et vive la vie.